bienvenue à ce panel « Construire l'avenir à partir de l'existant, regard croisé sur le redéveloppement urbain ». Avec la crise du logement et la densification des villes, il y a de plus en plus d'occasions de faire du réaménagement urbain. M. Niquet nous en parlait ce matin, des stationnements et des centres d'achat. On va assurément en parler. Donc, ce panel explorera ces opportunités en mettant en lumière des approches intégrées, mobilisant divers acteurs. À travers des projets variés, on espère vous inspirer et vous offrir des idées concrètes appliquées sur votre territoire. Donc, pour en discuter, je vais les inviter à venir me rejoindre sur scène. Nous avons Jean-François Grenier, qui est architecte, directeur senior de Newmark. Également Clément Demers, urbaniste et architecte consultant en montage et gestion des projets d'aménagement. Et Nathalie Lavoie, urbaniste et vice-présidente développement immobilier pour Tangesco. Venez vous asseoir, venez prendre place, on peut les applaudir. Oh, vous n'êtes pas architecte. Bon. Alors, pendant ce panel, il sera possible de poser des questions sur l'application Slido. Évidemment, la beauté de Slido, c'est que quand vous avez une question qui vous vient en tête, vous la posez. Je vais en poser pendant la période de questions, mais ça se peut que je les pose aussi pendant le panel, donc ne venez pas là, pour le faire pendant qu'on discutera tous ensemble. Donc, pour Slido, vous devez simplement balayer le code QR qui est là. Vous allez pouvoir entrer votre question. Démarrons avec M. Grenier, qui n'est pas architecte. Vous pouvez tranquillement aller vous installer. Vous êtes donc spécialiste des réaménagements des centres d'achat. Les centres d'achat dont l'achalandage a diminué ont aussi de grandes superficies de stationnement. Donc, sont-ils sujets à de grands réaménagements? On vous laisse la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, le titre du panel, c'est « Construire l'avenir à partir de l'existant. Regard croisé sur les développements urbains ». Mais moi, je vais vous parler de densification de centres commerciaux. J'ai œuvré toute ma vie dans les centres commerciaux, les développements de centres commerciaux. Et là, il y a tout un processus qui est en marche, c'est ce qu'on appelle la densification résidentielle des centres commerciaux. Pourquoi? Pourquoi je trouve qu'on devrait privilégier la densification résidentielle des centres commerciaux? Bien, pour plusieurs raisons. Puis je vais y revenir tout à l'heure, mais des commerces déjà en place qui vont favoriser les déplacements actifs. Je reviens sur ce point-là tout à l'heure, c'est important. Une population qui est vieillissante, en forte croissance et en perte de mobilité qui favorisera ce type de localisation où on peut se déplacer pour aller magasiner nos achats de proximité. Des espaces déjà dotés d'infrastructures en eau, des fois ils ont besoin d'être augmentés, mais il y a déjà des infrastructures en eau. Idéalement, des centres commerciaux qui sont aussi localisés près des transports structurants. Réduire les maires de stationnement, je pense qu'Olivier Niquet avait une belle image en joue ce matin. Et créer des milieux de vie qui sont complets. La carte qui est ici, ça vous illustre, puis il en manque probablement, c'est des projets de densification de centres commerciaux sur l'ensemble du territoire de Montréal, de la région métropolitaine, pas de la CMM, c'est un peu plus grand, la région métropolitaine de Montréal. Tous les points que vous voyez, il y a des projets de densification, certains sont commencés, d'autres non. Mais je vais revenir. L'avantage, c'est que pourquoi densifier? Parce que même en périphérie des banlieues de deuxième, troisième couronne, il y a des centres commerciaux où, on le sait, le milieu résidentiel est à très faible densité. L'autre élément que je vais vous parler, puis qui est un peu le défi oublié, puis on a une association, une alliance stratégique, et comme Marie-Claude Aubin et Newmark, sur cette problématique de vieillissement accéléré de la population. On parle, je l'ai vu ce matin encore, PMOD, 450 000, 447 000 unités prévues. Mais quand on regarde les chiffres de l'ISQ, les dernières projections qui ont été faites en 2025, on est loin de là. Je vous rappelle que dans le scénario de référence, on sera probablement plus entre le scénario de référence et le scénario phare, ce serait une perte entre 2025 et 2051 de 10 000 ménages sur le territoire de la RMR de Montréal. Mais ce que je veux vous retenir, dans le scénario phare, on a évidemment plus, mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que le vieillissement, puis là, je travaille en termes de ménage, pas de population, le principal soutien qui a plus que 75 ans. Regardez comment ça augmente au cours des 25 prochaines années. On a dans le scénario de référence plus 123 000 logements qui seront occupés par des ménages dont le principal soutien a plus que 75 ans. Et on aura besoin également de 61 000 unités, ça, en logement collectif, c'est CHSLD puis CRPA. Fait que nos 123 000, là, c'est des ménages privés qui restent chez eux. On sera probablement entre les deux, mais regardez, puis on perd des ménages dont le principal soutien a moins de 75 ans, on en perd, sauf dans le scénario phare. Fait qu'il ne faut pas oublier ça, puis ça, c'est important pour l'aménagement futur de nos villes. Je vous montre 3 petites cartes rapidement.
c'est par municipalité le pourcentage de ménages dont le principal justifié en plus que 75 ans, puis ça, c'est à partir des données du recensement de 2001. On était à 8,2 donc à peu près 8 ménages sur 100 dont le principal justifié avait plus de 75 ans. Ça, c'est la situation au recensement 2021. On est rendu à 10,8, mais il faut voir que les municipalités, ça augmente passablement. Ce que vous voyez en mauve, là, je ne suis pas trop bon dans les couleurs, mais la couleur la plus foncée, on est à 15 et plus. Et si je regarde maintenant en 2041, là, c'est dans 15 ans. Regardez comment on va se retrouver, si les projections de l'ISQ tiennent la route, on va se retrouver avec pratiquement un ménage sur 5, c'est 18 des ménages dont le principal justifié aura plus de 75 ans. Et je vous dis que là-dessus, 75 ans, mais en réalité, la plus forte croissance, ça va être les ménages de plus de 85 ans. Donc, qui sont également en perte de mobilité. Regardez juste Laval, par exemple. Laval, ça va être plus qu'un ménage sur 5 qui va avoir plus de 75 ans. Des seuils minimaux de population importants pour rentabiliser les commerces de proximité. Puis ça, je sais qu'il y a beaucoup d'urbanistes dans la salle, puis je pense pas beaucoup enseigner dans les départements d'urbanisme, mais il y a des seuils minimaux, parce que je vois souvent des projets, OK, on construit 400 logements, on va mettre une épicerie, un dépanneur, une pharmacie. Vous allez la voir, celle-là. Il y a des seuils minimaux que ça prend pour être capable d'ouvrir des commerces de proximité, puis je vous les ai mis ici. Par exemple, pour une SAQ, ça prend, puis ils sont en train plus d'enfermer qu'en ouvrir, là, pour d'autres raisons, mais ça prend entre 15 et 20 000 personnes pour avoir un SAQ d'une superficie de 3 000 à 5 000 pieds carrés. Je ne vais pas toutes les passer, là, vous les regarderez, mais comprenez que ça prend du monde pour ouvrir. Tu sais, je pense, par exemple, un supermarché, ça prend entre 9 et 12 000 personnes pour être capable d'avoir un supermarché entre 25 et 40 000 pieds carrés pour faire un chiffre d'affaires qui va permettre une rentabilité. Ça, c'est important, puis on oublie souvent ça. C'est pour ça que je suis en faveur de densification des centres commerciaux. Pourquoi? Parce que les commerces sont déjà là. On n'a pas besoin d'attendre 20 ans avant qu'on se ramasse avec 5 000 logements dans le secteur pour avoir nos commerces de proximité. Et n'oubliez pas, ce que je vous donne là, c'est dans un monde idéal, en supposant qu'il n'y a pas de commerce dans les environs, parce que ce que je vous montre, ce qui est encerclé en rouge, c'est qu'on vit en totale autarcie, ce qui n'est pas le cas. Là, on est pas aux îles de la Madeleine, là, fait que les gens peuvent se déplacer à l'extérieur de leur zone de chalandise. Je vous donne maintenant des exemples. Il y a beaucoup de projets qui sont sur papier. Certains ont été acceptés, certains sont encore en négociation avec les municipalités, mais je vous donne 3 exemples. Le premier, c'est en milieu urbain quand même relativement dense, c'est le centre Wilderton. Moi, dans ma vie, j'ai travaillé chez Steinberg comme directeur de la recherche, puis pour Ivanhoe, qui était le bras immobilier. Pas à cette époque-là, par exemple. Je suis vieux, mais pas si vieux que ça. Et vous voyez, là, sur la photographie aérienne, le futur centre d'achat Wilderton, c'est une image qui date de 1955. Et vous voyez, après ça, ça a été ce qu'on appelle communément en bon français un strip center, un centre d'achat de voisinage ouvert, qui a été maillé par la suite, parce qu'on était à une période où il y avait du maillage, un centre d'achat qu'on dit communautaire, donc qui ne dessert pas quand même une énorme population. Et ce que vous voyez en haut, c'est First Capital, à un moment donné, parce que le centre d'achat fonctionnait moins bien, a dit, on va faire du résidentiel. Alors, ils ont gardé le supermarché métro, la pharmacie, des services de proximité. Il y a une des tours qui a été faite, c'est le groupe Maurice, qui est la tour qui est à votre gauche. L'autre n'est pas encore faite, mais on parle de 5 à 600 logements à terme. Le deuxième exemple, mais qui ne bénéficie pas de transport en commun à proximité, c'est le Centropolis à Laval. C'est un terrain qui appartenait aussi à Ivanhoe, qui appartient maintenant à Cominor, qui est un lifestyle center, un peu comme le 10-30. Et là, il y a un processus de densification qui est amorcé. On parle à terme de 3200 logements. Finalement, la place Versailles, qui est un centre d'achat régional, pas super régional, mais qui a perdu quand même en vitesse au cours des années. C'est un des premiers centres fermés régional dans la région métropolitaine de Montréal, qui appartient à la famille Dubrovski et à Bill Gregory. Et vous avez en haut la photographie aérienne.
avec ce que vous avez en brun, ces espaces de stationnement. Et là, il y a un projet qui est accepté de densification sur lequel on va conserver quand même, puis il va y avoir des commerces au rez-de-chaussée. Pourquoi? Parce qu'on va avoir à peu près à terme 5800 logements. Ça se fera par phase. Mais l'avantage de cet emplacement-là, c'est qu'il bénéficie également d'une station de métro, donc de transport collectif structurant, la station de métro Radisson. Alors, ça, je pense que c'est important. Il y a d'autres projets. J'aurais pu parler, il y a un projet au Mail-Champlain. Ce matin, Lucas parlait de Boucherville. Mais Boucherville, en réalité, la place Montarville était vraiment dans le champ. Si vous regardez comme il faut la photo ce matin, vous pouvez voir que juste à l'arrière, il y a eu une densification avec du logement résidentiel et une RPA de mémoire. Fait qu'il y a plusieurs projets comme ça dans la région métropolitaine de Montréal. Je pense que c'est des emplacements qui sont stratégiques, malheureusement qui ne bénéficient pas tous de transports en commun structurants, mais au moins, on devrait essayer de privilégier tous ceux pour lesquels il y a du commerce structurant. Je pense au 10-30, mais de l'autre côté, à Salard, qui est un projet qui a marché du tonnerre. Pourquoi? Parce qu'il y avait le REM, parce qu'à proximité proximité du centre-ville, le REM, mais proximité aussi des commerces de détail et de bureaux, parce que ça crée vraiment un milieu de vie complet. Là-dessus, il me reste 18 secondes, c'est pas mal. Hein? C'est fantastique, on peut l'applaudir. Merci beaucoup, M. Grenier, merci. Venez vous asseoir. On va passer maintenant à Clément Demers. Monsieur Demers, vous avez une longue expérience. Vous avez travaillé sur plusieurs grands projets urbains qui ont façonné Montréal, entre autres la mise en valeur du Vieux-Montréal, le quartier international, le quartier des spectacles. Et actuellement, vous êtes aussi très engagé avec le quartier Namur-Hippodrome, dont on a parlé pendant vraiment longtemps, mais vous allez vraiment nous dire là, où on est rendu avec ce projet-là. Oui, bien merci. Alors, je vais vous parler de redévelopper la ville par morceaux, soit par des projets urbains structurants, en donnant l'exemple de l'ancien hippodrome. Alors, un projet urbain, ce n'est pas un projet fait en ville, c'est un peu plus que ça, c'est un projet qui vise à transformer la ville afin d'améliorer la mobilité durable, la qualité de vie et la qualité d'aménagement. Alors, des exemples concrets auxquels j'ai eu le privilège de participer: mise en valeur du Vieux-Montréal, quartier international, quartier spectacle, Campus 1000, et là, actuellement, évidemment, en planification avancée, c'est l'ancien hippodrome. Alors, le Vieux-Montréal, il y avait eu pendant des années 60, 70, des tentatives de revitaliser. Puis finalement, suite à l'entente qu'on appelle l'entente McVille, entre le ministère de la Culture et la Ville de Montréal, il y a une société qui a été créée, une société dédiée, la Sympa, qui a décidé de faire des partenariats avec l'entreprise privée et de développer elle-même des projets. Alors, cette approche-là de revitalisation du Vieux-Montréal, on l'a appelé le projet Vieux-Montréal. Et finalement, il s'est investi 1,350 milliard en 4 ans. Ça représente aujourd'hui 6 à 8 milliards d'investissements. Et ça a pratiquement réglé le problème du Vieux-Montréal, qui est aujourd'hui extrêmement dynamique. Quartier international, aussi une approche en bloc, planifiée, réalisée en 4 ans. Un projet qui s'est mérité de 34 prix dans 14 domaines différents, mais un projet qui aujourd'hui montre qu'il y a une dynamique résidentielle, hôtelière et immobilière. Aujourd'hui, le secteur où le taux de vacances est le plus bas dans les édifices à bureaux de toute la région de Montréal, c'est le quartier international, et c'est là où les loyers sont les plus élevés. Le secteur Place des Arts du quartier spectacle, 30 hectares, là aussi, une opération planifiée avec des partenaires, avec toutes les parties prenantes locales. Il y a plus de 50 festivals par année et ça fonctionne extrêmement bien. Campus 1000, même approche, une approche aussi mixte, institutionnelle, habitation, un projet qui a été planifié, donc une ancienne grande friche qui a été transformée. Alors, tous ces projets-là sont des projets qui sont situés à proximité d'un transport structurant comme le métro. Alors pour ce qui est de l'ancien hippodrome, l'ancien hippodrome, on le sait, c'est un projet qui est dans les airs depuis des dizaines, en fait des décennies.
C'est un projet qui prend du temps, qui a pris du temps à démarrer. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on parle de 45 hectares publics au cœur de l'île de Montréal, à côté d'une station de métro, à distance de marche d'une station de métro. Un terrain non contaminé en plus. Alors, normalement, il y a peu de contraintes au développement, mais il faut quand même y amener des infrastructures. Alors, sur ce secteur-là, qu'on appelle plus largement le secteur Namur-Hippodrome, le secteur Namur-Hippodrome, c'est tout le secteur qui est à l'ouest de Décarie, donc qui comprend Smart Center, et aussi le secteur à l'est, qui est du côté de la station de métro Namur. Alors, ce secteur-là offre un potentiel de 20 000 logements, dont 10 000 logements dans l'ancien hippodrome, c'est 50 000 personnes. On peut avoir une SAQ, si je comprends bien, à 50 000 personnes. 3 même SAQ. Alors, donc, mais ce qui est particulier, c'est que 50 000 personnes, c'est une ville en soi. C'est même 2 fois l'arrondissement d'Outremont, pour vous donner une idée. Alors, l'historique du projet Quartier Namur-Hippodrome, donc c'est un projet sur lequel la Ville travaillait depuis un certain temps. C'est un projet qui avançait bien, mais pas nécessairement très, très vite. Alors finalement, la société civile, Centraide, les entreprises privées, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal ont décidé conjointement de créer un groupe d'accélération et d'optimisation qui s'est appelé le GALO. Bon, évidemment, il y a un jeu de mots avec la piste de course, mais donc, et ce groupe-là est devenu, en 2024, un OBNL. Donc, un OBNL qui est dans le fond le même OBNL qui était Quartier International, donc un OBNL qui existait sur papier. Et dans les dernières années, on a travaillé avec la Ville, d'abord pour obtenir des subventions pour les infrastructures, et je dirais que la nouvelle la plus récente, à part l'approbation du plan du plan directeur d'aménagement et de développement, c'est évidemment l'annonce d'une participation exceptionnelle du Fonds canadien pour les infrastructures pour le logement en septembre 2025, donc 128 millions du gouvernement fédéral qui, avec l'argent de la Ville, crée des premières sommes disponibles de 320 millions pour entamer la phase 1. Alors, le projet du quartier Namur-Hippodrome, c'est un projet qui est assez unique parce qu'on développe un quartier. C'est un projet qui est unique par ses ambitions, axé sur la crise du logement, mais c'est un projet qui va permettre donc 20 000 logements sur l'ensemble du secteur Namur-Hippodrome, mais 10 000 logements sur l'ancien hippodrome, 10 000 logements hors marché, dont la moitié sont des logements socio-communautaires et l'autre moitié des logements abordables. C'est un quartier qui est vert, qui est axé sur la mobilité durable et la mobilité active. C'est un quartier complet avec des services. Et puis, c'est un quartier qui va, à cause de l'échelle, à cause de la masse critique, qui va permettre d'innover dans les façons de faire, puis dans les approches, mais aussi dans les techniques de construction, les techniques d'industrialisation. Et aussi, c'est un projet qui a été développé pas en visant l'acceptation sociale, mais en visant l'adhésion et l'appropriation par le milieu. Donc, on a travaillé depuis le premier jour avec la Corporation de développement communautaire qui représente 60 organismes. Alors, les clientèles visées, parce que quand on parle de crise du logement, des fois, on ne sait pas toujours qui habite dans le secteur. Pour vous donner une idée, dans le secteur Côte-des-Neiges, le tiers de la population a des revenus du premier quintile et 20 du deuxième quintile. Ce qui veut dire que 54 de la population dans Côte-des-Neiges, s'ils doivent déménager, ne vont pas trouver de logement. Alors, c'est pour ça que c'est important d'en faire un patrimoine collectif, donc d'en faire des logements hors marché. Et le troisième quintile, c'est l'autre marché visé pour les logements abordables. Donc, c'est un projet, donc, quartier complet. Alors, il faut savoir qu'il y a déjà beaucoup de déficits dans le secteur au niveau des services de première ligne en santé, au niveau des écoles primaires et écoles secondaires. Étant donné que l'hippodrome, c'est un terrain public, évidemment, c'est dans l'hippodrome qu'on va retrouver la majorité des services pour l'ensemble du secteur Namur-Hippodrome. Mais évidemment, ils vont être à proximité, évidemment, de ces 10 000 logements hors marché sur le site de l'ancien hippodrome.
Alors, actuellement, si vous regardez comment se divise le quartier Namur-Hippodrome, donc le secteur à l'est de Décarie, on va retrouver surtout, évidemment, des condos de marché, des logements de marché. Le secteur à l'ouest de Décarie, qui est l'ancien Smart Center, comme c'est un REIT, on va retrouver des espaces commerciaux en quantité au rez-de-chaussée et au-dessus, ça va être du locatif de marché. Et dans la partie turquoise, c'est là qu'on va retrouver les 10 000 logements hors marché. Et en rouge, c'est la première phase du projet. Alors, cette première phase du projet, actuellement, on est en discussion avec plusieurs promoteurs OBNL. Et on parle ici d'une approche qui est une approche de portefeuille de projet plutôt que d'une approche de développement par lot ou même par îlot, parce que les portefeuilles de projet permettent beaucoup de mutualisation, permettent beaucoup d'économies au niveau des courbes d'apprentissage, au niveau de la préparation des plans, au niveau aussi de l'industrialisation, ça offre beaucoup de possibilités. Donc, on a deux promoteurs au BNL pour les 4 îlots au nord. Il y a déjà un promoteur organisme sans but lucratif pour l'autre îlot qui est près du parc. Et à l'entrée, il y a la SHDM qui, avec un partenaire institutionnel, va développer un projet aussi très porteur pour le quartier. Alors évidemment, c'est un secteur où ce n'est pas l'automobile qui va être privilégié. On change complètement le paradigme. On est dans un secteur où la circulation n'est pas facile. Alors évidemment, ça va être la mobilité durable, la mobilité active. Les stationnements devraient être pour la plupart mutualisés et la gestion des eaux de surface va être faite aussi sur le site. Alors je terminerai en disant qu'il y a 12 facteurs de succès pour ces grands projets-là, mais j'insisterai sur un, là, pour le moment, on pourra en discuter des autres, c'est la masse critique. Un projet, pour qu'il y ait de l'effet, il faut absolument qu'il y ait une masse critique. Si on dilue les efforts un peu partout sur le territoire, c'est très difficile d'avoir la possibilité de changer les choses, mais quand on fait un projet qui a une masse critique, ça permet de changer tout à fait la ville. Merci. Merci beaucoup, M. Demers. Madame Lavoie, vous pouvez aller vous installer. Alors, vos deux prédécesseurs nous ont parlé des transports collectifs et vous, donc, vous avez longtemps travaillé à la STM, entre autres pour le prolongement de la ligne bleue. Vous êtes maintenant jointe à Transgesco au début de l'année. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est Transgesco, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ben oui, bonjour. Oui, j'aimerais vous présenter Transgesco, mais je voulais commencer par la fin de ma présentation, mais c'est pas la bonne diapositive, mais je vais quand même vous le dire, parce que vous allez voir ces chiffres-là apparaître à la fin de la présentation. Nous, ce qu'on vient vous présenter aujourd'hui, c'est qu'on a 8 projets qui peuvent totaliser jusqu'à 8 000 nouveaux logements. C'est ce qu'on vise de faire. On pense que c'est possible, puis en plus, on pense le faire sans risque, autant pour la STM que pour Transgesco. Ah, les voilà! Ben, c'est ces chiffres-là. Ben là, excusez. Bon, voici. Donc, Transgesco, ben, j'aimerais juste pour commencer, pour savoir un petit peu qui utilise le métro dans la salle. Ah, quand même, hein? Maintenant, qui consulte son cellulaire dans le métro? Aussi, hein? Bien, ça, c'est une des activités, justement, de Transgesco. C'est grâce à Transgesco que le cellulaire est possible dans le métro. C'est une des activités qu'ils font, qu'on fait, excusez-moi. Mais aussi, c'est toute la publicité puis la gestion des espaces commerciaux. Mais qu'est-ce qui est arrivé depuis vraiment plus récemment? C'est vraiment le développement immobilier, puis c'est de ça que je vais vous parler plus spécifiquement aujourd'hui, parce que l'automne dernier, on a eu les dernières modifications législatives qui nous permettent justement, les sociétés de transport, avec leurs sociétés affiliées, de faire du développement immobilier sur leur terrain excédentaire puis sur les droits aériens. Donc, comme vous vous en doutez certainement, c'est une première au Québec, malgré le fait que ça se fait partout dans le monde, dans les grandes villes. Imaginez, depuis les premières stations de métro sur le territoire montréalais, bien, en fait, c'est la première fois maintenant qu'on peut le faire. Puis les premières stations de métro ont ouvert dans les années 60.
Donc, on est vraiment, on est en période de rattrapage à cet égard-là, puis on est très enthousiaste de pouvoir faire ces projets-là. Donc, on les fait en s'associant avec des partenaires développeurs pour être capable de développer au-dessus de nos infrastructures. Puis, un des gros avantages qui ressort, c'est un peu notre mission, ce que vous voyez à l'écran chez Transgesco, c'est de valoriser ces actifs immobiliers-là de la STM, mais aussi de tirer les avantages, dans le fond, les revenus qu'on va tirer de ces projets-là, on souhaite les réinjecter évidemment dans le transport collectif. C'est une des premières missions. Donc, on capte évidemment la plus-value foncière qu'on a générée par nos investissements dans le transport collectif comme société, puis on peut définitivement le faire. Puis on participe du même coup à la création de milieux de vie, puis on contribue au redéveloppement de plusieurs secteurs. Voici. Donc, on a des leviers importants. Je vous ai parlé des modifications législatives. La STM a donné le mandat à Transgesco de faire puis d'opérationnaliser ces développements immobiliers-là. Mais on a aussi un autre levier qui n'est pas le moindre, c'est le projet de prolongement de la ligne bleue qui est en cours, qui est en construction depuis bientôt 2 ans. Il y a 5 stations qui vont se déployer dans les prochaines années sur ce prolongement-là. Puis on a vraiment l'intention de saisir l'opportunité de développer les droits aériens de ces futures stations-là dans l'avenir. Puis c'est maintenant qu'il faut qu'on le fasse parce que, comme je vous dis, le prolongement, il est en construction en ce moment. Le tunnelier va démarrer son parcours très bientôt dans les prochains jours, voire semaines. Donc, c'est maintenant que ça se passe. Je vous parlais d'entrée de jeu des 8 projets. On a 8 sites stratégiques. Je ne vais pas répéter, on a ceux du prolongement de la ligne bleue, les 5. J'attire quand même votre attention sur le centre d'achat Le Boulevard. C'est une propriété, pour ceux qui le savent, qui a été acquise par la STM suite à un jugement du tribunal administratif du Québec en 2021. Donc, la STM est en ce moment, avec Transgesco, en train d'opérer un centre commercial dont on souhaite vraiment arriver à le revitaliser là, dans les prochaines années. Mais aussi, on a le site de Frontenac, la station, tout près de la station de métro Frontenac, le secteur Acadie, mais aussi le centre de transport Saint-Michel. Puis là, c'est d'autant plus intéressant parce que maintenant, ça, c'est un site plus opérationnel des infrastructures de transport collectif de la STM, mais positionné à un endroit tout à fait stratégique sur le territoire montréalais. Puis on souhaite le redévelopper lui aussi. Rentrons un petit peu plus dans le détail de certains projets, dont celui de l'accordaire que vous avez peut-être vu dans les journaux hier. On a reçu effectivement les autorisations gouvernementales pour faire ce projet-là. Petite parenthèse, on a les autorisations législatives pour faire les projets, mais pour chaque projet qu'on fait, on doit aller obtenir un décret gouvernemental du gouvernement. Puis c'est ça le grand jalon qu'on vient de franchir dans les dernières semaines pour être capable d'aller de l'avant avec le projet. Je vous le résume rapidement. Donc, c'est une combinaison de 3 tours résidentielles, une de 11 étages qui vient se déposer sur la future station, une de 19, une autre de 16 étages. On va dépasser les 500 logements sur ce projet-là, dont une centaine, 80 et peut-être plus même au-dessus de la station de métro, combinée à des locaux communautaires pour répondre à des besoins de l'arrondissement. On va ajouter évidemment des espaces commerciaux pour répondre à des besoins qu'il pourrait y avoir dans le quartier. Donc là, on voit vraiment qu'on arrive à créer un projet aussi en s'associant à une propriété voisine, parce que ce projet-là n'aurait pas pu voir le jour si on ne s'était pas associé à la propriété voisine, qui est une propriété de Groupe MAC, qui est un développeur. Donc, on peut faire un partenariat avec le Groupe MAC puis être capable de faire un projet de cette envergure. Maintenant, le projet Frontenac, pour essayer de vous localiser un petit peu, là, on est évidemment dans le réseau déjà existant. L'image du centre, si vous regardez un peu plus dans le milieu au nord de l'image, c'est la station de métro, puis au sud de la photo, c'est le centre de transport Frontenac. Le site où vous voyez le projet immobilier, c'est un site avec un potentiel vraiment important qui est utilisé à l'heure actuelle pour des stationnements pour les opérations de la STM. Donc là, la STM est pleinement propriétaire de ce site-là. On n'a pas besoin de s'associer à un terrain voisin. Par contre, on devra aller, dans notre modèle d'affaires, on devra aller s'associer avec un développeur, un partenaire qui va faire justement
justement ce développement-là. Pour ce qui est des décrets dans le projet, ils sont actuellement en cours par le gouvernement. On espère les obtenir dans les prochaines semaines. C'est encore une fois un projet qui va dépasser les 500 logements dans ce secteur-là, dont 80 et plus hors marché. Puis, comme je vous disais, dans ce site-là, on va devoir aller en appel de projet pour aller chercher notre partenaire. Puis là, je tombe dans le comment on réussit à faire ces projets-là. Je vous ai donné quelques petites informations dans les diapositives précédentes, mais c'est vraiment un modèle public-privé. Donc, on arrive, Transgesco et la STM, avec le terrain, les droits aériens, les terrains résiduels au pourtour de cette infrastructure de transport collectif-là. Mais on doit s'associer à un partenaire privé, développeur, qui apporte son expertise et le capital, parce que, une autre parenthèse ici, c'est que dans le projet, la loi, ce qu'elle prévoit, c'est qu'on peut, comme STM et Transgesco, tout ce qu'on peut apporter, c'est le terrain en équité. On ne peut pas prendre aucun risque financier ni cautionner le projet. Donc, on doit absolument aller chercher un partenaire développeur qui vient faire ce travail-là avec nous. Donc, le résultat de tout ça, c'est qu'on arrive à offrir du logement supplémentaire sur le territoire, à contribuer à développer des milieux de vie complets, puis évidemment à générer des revenus pour le transport collectif. Donc, en ce moment, on est vraiment rendu à l'étape qu'on ne construit plus juste des stations, puis c'est pas juste des stations quand même, c'est quelque chose d'imposant puis d'important, mais on construit aussi du développement immobilier avec tout ça. Je reviens avec ma diapositive du début. 8 projets, 8000 logements. Vous savez maintenant pourquoi qu'on pense que c'est possible, tout ça. Puis les retombées associées à ces projets stratégiques-là, on anticipe que d'ici 2040, on pourrait générer entre 90 et 100 millions de dollars de redevances de transport qui retournent au financement du transport collectif, ainsi qu'annuellement, entre 12 millions et 20 millions de dollars qui retournent aussi, c'est des revenus d'opération des bâtiments qui retournent aussi pour le financement du transport collectif, puis tout ça en contribuant à générer des milieux de vie complets puis à redévelopper le territoire. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Merci, Mme Lavoie. Revenez nous rejoindre. J'aime ça que vous vous encouragiez les uns après les autres. Donc, avez-vous votre micro, M. Demers? Oui? C'est bon? Parfait. Alors, allons-y maintenant pour une conversation à 4. Je vais d'ailleurs demander tout de suite à la régie de revenir sur la dernière planche de M. Demers parce qu'on va commencer en parlant des bons coups, des conditions gagnantes pour réussir un projet de réaménagement urbain. Vous nous avez un peu scoopé, M. Demers vous a dit qu'il y en avait 12, donc on va pouvoir les revoir éventuellement, mais je suis curieuse de vous entendre tous les deux autres, donc peut-être voulez-vous y aller, M. Grenier, selon vous, quelles sont donc les conditions gagnantes? Qu'est-ce qui serait vraiment important? Bon, il y en a plusieurs, mais dans le cas particulier de l'hippodrome, je dirais que la collaboration de la ville, des gouvernements, ça a été fondamental, et aussi de la société civile et de la communauté. Ça a été très important. Et c'est pas Gallo qui a conçu le concept d'aménagement, c'est la ville avec ses équipes. Nous, on est là pour optimiser puis accélérer. Alors, ça a été très, très, très déterminant. Et puis, il y a le leadership aussi, leadership des élus, autant l'ancienne administration que l'administration actuelle. Qui a une continuité aussi, j'imagine, dans cette volonté de d'ailleurs, leadership. Claude Pinard, qui était sur le conseil d'administration de Gallo, il a décidé de se lancer en politique, puis je pense que ça l'a inspiré de vouloir réaliser des choses. Donc, ensuite, l'innovation dans les façons de faire, l'innovation dans les approches, une équipe dédiée. Ça prend une équipe dédiée, petite et soudée. Là. Pour le quartier international, on était 8. Pour le quartier spectacle, on était 8 aussi. On prévoit éventuellement être une douzaine de personnes. Actuellement, il y a moins d'une personne année là, dans le Gallo. Là. Oui. Parce qu'on travaille avec les services de la ville. Hein, puis la ville, elle a créé un bureau de projet pour Namur Hippodrome avec une personne, Ariane Quirion, qui est extrêmement dynamique, qui a travaillé déjà sur des projets concrets, donc qui est très, très pragmatique. Alors tout ça, ça fait la différence. Bon, j'ai parlé de la masse critique, l'adhésion de la communauté, je n'ai parlé, mise de fonds de départ. La mise de fonds de départ, dans le cas de Gallo, c'était
Centraide, Claridge, le Fonds de solidarité, la caisse de dépôt, etc., plus la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec. Bon, vision innovatrice, inspirante, je pense que la vision de la Ville, oui, on y a apporté certaines choses, mais la vision de la Ville au départ est extrêmement porteuse. Oui, je fais pause pour laisser les deux autres. Peut-être que vous voulez nous parler aussi des conditions gagnantes. Allez-y, M. Grenier. Oui, le leadership des élus municipaux, c'est super important qu'on ait projets de densification. Parce que beaucoup encore, même si des fois il y a des maires de stationnement, le lot in my backyard, là, je sais pas, je pense par exemple au Mail Champlain, où on est entouré quand même de maisons unifamiliales. C'est difficile à faire accepter. Et je pense qu'il y a tout un travail à faire des élus pour être capable d'expliquer aux gens pourquoi il faut densifier sur le plan environnemental, pourquoi c'est important, sur le plan social, pour être capable de desservir éventuellement les personnes âgées qui seront à mobilité réduite, mais sur le plan fiscal également. Parce que c'est important quand on densifie, on a des coûts, on a des revenus qui sont importants sur des surfaces qui sont moins importantes. Puis on le sait, je vous ai parlé ce matin, les coûts d'infrastructure, juste de mise à niveau, c'est des milliards, des dizaines de milliards de dollars. Puis on a bien beau dire, on va aller chercher de l'argent au provincial, puis le provincial va aller chercher de l'argent au fédéral. Mais au bout de la ligne, c'est nous autres qui payons. Je veux dire, c'est toujours la... On peut pelleter le problème à un palier supérieur, mais il va falloir prendre des décisions à un moment donné puis expliquer aux citoyens que, regarde, on s'en va par là pour telle raison. Ça, je pense que c'est une condition gagnante. Il y a des... Bien, je vais laisser parler Nathalie, mais on pourra parler des enjeux aussi, parce qu'il y a des enjeux également là, sur... mais ça, c'en est une qui me semble très importante. Puis peut-être une deuxième, c'est que les propriétaires de centres commerciaux, qui sont souvent aujourd'hui des fonds de pension, en tout cas pour les gros centres ou des REIT, ils n'ont pas le métier de construire du résidentiel. Fait qu'il faut qu'ils s'associent. Puis des REIT, ça distribue des dividendes. C'est pas, ça distribue de l'argent. Ils ne sont pas là pour investir, ils sont là pour redistribuer des sous à leurs actionnaires. Alors, c'est de trouver les bons partenaires avec qui ils vont bien s'entendre, les promoteurs immobiliers qui font du résidentiel, pour faire des projets qui sont acceptés par le milieu. Et c'est ça. Madame Lavoie, j'imagine que dans les conditions gagnantes, en tout cas, vous construisez au-dessus d'une station de métro, donc il y a des enjeux techniques là, qui sont importants. Oui, il y a des enjeux techniques, puis ce que je répondrai à ça, c'est vraiment l'alignement des intérêts de toutes les parties prenantes qui sont impliquées dans nos projets, justement parce que, dans un premier temps, le prolongement de la ligne bleue, la construction de la station, oui, effectivement, c'est complexe. Puis le prolongement de la ligne bleue, c'est non négociable. Il faut respecter un échéancier puis un budget. Donc, on doit travailler dans ce contexte-là. On travaille aussi avec nos partenaires de la ville, les arrondissements et la ville-centre aussi, pour être capable de livrer un projet qui va répondre aux besoins des riverains et de la population du secteur. Mais on a aussi la STM qui peut chercher aussi à avoir d'autres intérêts, puis veut avoir une station qui s'opère bien après tout ça. Donc, on doit rentrer en ligne de compte plusieurs considérations là-dedans. Puis parfois, disons que les intérêts peuvent être divergents, mais c'est à force de discuter, dans le fond, ensemble et de trouver des solutions à nos enjeux qu'on y arrive, en fait, là. Oui, parce que j'imagine que dans votre cas, oui, on construit sur la terre, mais vous construisez sous la terre. Donc, il y a une différence au niveau de même la construction là, qui va être importante avec les gens avec qui vous allez travailler. Oui, absolument. Quand vous faisiez vos présentations tous les trois, je vous écoutais, puis à part le Mail Champlain, on a principalement parlé de projets qui étaient sur l'île de Montréal, à Montréal. Et je suis contente d'avoir une question du public qui dit « Si avoir une masse critique est facteur de réussite d'un projet urbain, comment réussir dans une petite et moyenne municipalité? » Parce que vous êtes effectivement représentant de plusieurs municipalités de tailles différentes. Donc, effectivement, quand on pense à des plus petites municipalités, quelles seraient donc les conditions gagnantes? Qu'est-ce qui pourrait les aider? De toute façon, il y a toujours une masse critique à l'échelle d'une municipalité. Elle est peut-être plus petite, mais à l'échelle de la ville concernée, ça peut être une masse critique. Ça peut être un petit centre d'achat, mais qui va changer complètement le caractère des lieux, là. Donc, oui, je pense à Deux-Montagnes, par exemple, qui est un centre commercial qui date, je ne sais pas, fin des années 70, début des années 80, qui était un communautaire, qui
qui est en état de décrépitude assez avancé. Il y a du potentiel, là, puis de recréer un environnement avec une certaine densité. Là aussi, il y a quand même passablement de stationnement. Puis avec des services de proximité. On s'en va là oublier. Moi, je suis un... Puis avec Ecom, puis Marie-Claude Aubin, on regarde les changements démographiques, dont le vieillissement, c'est super important. Les personnes âgées, les 85 ans, qui vont manquer de mobilité, on s'entend là, en périphérie, on est... c'est l'automobile qui règne des déplacements. Quand on vieillit, rendu à 85-90, qu'on est encore chez soi, c'est plus compliqué. Être dans un environnement où déjà on a des services pour avoir une clinique médicale, le supermarché, la pharmacie, tout ça, on peut faire ça à pied. Puis ça va enlever aussi l'isolement. Je donne une petite statistique. En 2021, dans la région métropolitaine de Montréal, il y avait 770 000 logements de faible densité, de la maison unifamiliale, en rangée ou jumelée. Là-dessus, il y en a 50 % en 2021 qui étaient occupés par une ou deux personnes. C'est tout. C'est pas notre vision de la maison unifamiliale. Hein? Notre vision, c'est la famille. Avec la famille, bien sûr. Bien les enfants dans la cour, tout ça. On n'est plus là, là. Il y a la moitié de tous ces logements-là qui sont de faible densité. Mais vous disiez à l'avant, 1 sur 5. Ouais, c'est ça. Ouais. En 2041. 2040, 1 sur 5, mais tout partout, là, dans tous les types de logements. Moi, je parle juste de ce qui est dans la faible densité. En 2021, il y avait quand même, dans les maisons unifamiliales, c'est occupé à 50 % par une ou deux personnes. Il y a 130 000 maisons unifamiliales qui sont occupées par une personne. Pas nécessairement toujours âgée, mais une personne. Qui, à un moment donné, va souffrir aussi d'isolement quand tu n'as plus de mobilité. Oui. Il faut offrir quelque chose, puis il faut libérer ces... Je ne sais pas, là, je n'ai pas de politique fiscale pour ça, mais il faudrait être capable de libérer pour les jeunes familles ce type d'habitation-là et qu'on déplace... puis là, on ne peut pas obliger personne de faire ça, là, mais il y a probablement un besoin là-dessus. Une étude de la SCHL, je termine avec ça, qui a regardé un petit peu les déplacements, à quel âge on vendait sa maison. Et c'est sûr qu'à partir de 75 ans, là, c'est là qu'on pense à rapetisser tout ça. Il y a des gens qui vont mourir dans leur maison, là, mais il y a quand même un pourcentage qui disent, bon, mais OK, là, il faut que je m'en aille, je m'en vais à logement, je m'en vais dans une résidence 55 ans et plus d'une RPA. Puis si tu es chez vous, à un moment donné, bien, tu vas te ramasser au CHSLD si tu tombes malade. Là. Fait que, moi, mais peut-être ça, sans vouloir que les gens quittent leur maison, il y a l'idée aussi qu'on puisse construire sur leur terrain une plus petite maison, un petit bâtiment comme on l'a fait pendant longtemps à Vancouver pour densifier là, davantage, que certaines municipalités acceptent de le faire également. Comment on fait pour rendre nos projets viables? On parlait de logements sociaux, de différents projets. C'est quoi les grands éléments? Allez-y encore, M. Grenier, vous êtes prêt à y aller? Bien, c'est une bonne question. Évidemment, les coûts de construction ont explosé. Oui. Là, rendre les choses abordables. On le voit d'ailleurs dans les chiffres de la SCHL, même si, parce qu'on a moins de résidents non permanents au Canada, là, les chiffres d'inoccupation ont monté, et ça dans tous les quartiers de loyers. Évidemment, ils ont monté plus dans les quartiers où les loyers sont les plus élevés. Mais ça, c'est un problème fondamental, là, les coûts. Ça prend une certaine densité. C'est sûr que pour avoir du social, le privé a besoin de l'aide là, gouvernementale en partie, ou a besoin, souvent la formule, c'est je vais offrir une certaine densité, puis je vais te donner un terrain qui va être fait pour faire du social, qui va être réalisé peut-être par un organisme sans but lucratif ou... Bien, c'est ça, mais même avant ça, est-ce qu'on a des enjeux de zonage? Ah, c'est sûr qu'on a dans les centres commerciaux, on est zoné commercial. Déjà, ça, c'est un enjeu majeur, parce qu'il faut changer le zonage pour avoir une mixité d'usage. En fait, on va peut-être revenir. Vous savez, c'est qui le père celui à qui on a accordé la paternité des centres commerciaux, il s'appelle Victor Goen. C'est un architecte autrichien qui a été aux États-Unis. C'est lui qui a développé les premiers centres commerciaux américains. Mais l'idée, au départ, c'était pas juste une fonction commerciale. C'était une fonction, il y avait de la mixité, il y avait du résidentiel, il y avait du bureau, il y avait des cliniques, il y avait du commerce. Il voyait déjà ça comme un milieu de vie. Rapidement, les promoteurs ont compris ce qui était payant, ce qui payait le plus de loyer, c'est le commercial, fait qu'on a évacué. Mais on est peut-être en train de revenir à cette formule-là. Là. Madame Lavoie? Comment rendre les projets viables? Oui. Nous, sur nos projets bien spécifiques qu'on a sur les stations, on a la chance
dans le fond, d'avoir une formule qui nous permet de voir qu'on va chercher des retours sur notre investissement par notre investissement finalement dans le transport collectif, puis les revenus qu'on est capable d'en tirer. Mais on le regarde aussi beaucoup sur le niveau qualitatif, en fait. C'est comment qu'on va chercher le retour sur investissement au niveau qualitatif avec les logements, puis avec la transformation qu'on arrive à apporter dans nos secteurs. Puis c'est important quand même, ce que vous avez souligné, là, les modifications de zonage, notamment, on a eu des leviers importants avec une grande collaboration dans nos projets en ce moment qui sont en cours de la part de la Ville, avec les L31, en fait, qui nous a permis d'accélérer. Puis le projet Lacordaire, notamment, c'est un des projets qu'on peut être où on est en ce moment grâce à la collaboration, justement, de la Ville et ce nouveau mécanisme-là. Ça, c'est des choses qui nous permettent, justement, de rendre nos projets aussi viables parce que c'est une planification détaillée, puis on est là au bon moment, on a les permis au bon moment, puis on arrive à faire les projets dans l'ordre qu'on les a planifiés, en fait, là. Monsieur Demers, peut-être... Oui, bien d'abord, effectivement, la masse critique, l'échelle, par exemple, sur l'hippodrome, les rapports plancher-terrain sont de l'ordre de 6. On parle de portefeuille de projets de 800 à 1000 unités. Alors, il y a toute une courbe d'apprentissage dans la conception, la préparation des plans, il y a des économies, la mutualisation, par exemple, avoir un stationnement mutualisé, ça permet des économies. Le coût d'une place de stationnement intérieur, c'est 70 000 $. Puis on sait aujourd'hui qu'une auto, c'est l'équivalent d'une hypothèque de 100 à 150 000 $. Alors, puis on sait que les ménages qui visent, qui ont besoin de logements abordables ou les logements sociaux communautaires, ils n'ont pas vraiment les moyens d'avoir des autos. Donc, il faut les placer dans des environnements près du transport en commun. Très intéressant au point de vue des déplacements, très stimulant au niveau des déplacements, avec les services de proximité, comme on prévoit dans l'hippodrome, un CLSC, un groupe de médecine familiale, des soins de première ligne, c'est déjà en discussion et en planification. Puis à côté, on va avoir une clientèle qui va avoir besoin aussi de ces soins-là. Alors, il y a toute la relation entre les soins de première ligne et les gens qui en ont besoin, comme Jean-François l'expliquait. Puis ça, c'est très important, la mutualisation, la mise en commun. Juste l'industrialisation. L'industrialisation, ça ne se fait pas dans des projets de 100 unités ou 200 unités, à moins qu'on ait des projets de petite échelle et de faible hauteur. Mais si on veut avoir des blocs cuisine, salle de bain industrialisés, bien, ça prend au moins 1000 à 2000 unités. Alors, tout ça, c'est possible. On peut augmenter la qualité, réduire les délais de réalisation, puis réduire les coûts de construction. Alors, c'est ça qui est visé dans les projets. Là, je vais me faire un peu l'avocat du diable, parce que je pense encore à vous dans la salle. On parle de l'importance du transport collectif. Effectivement, quand on a un transport collectif, ça va aider, ça va attirer les gens. On parle de la population vieillissante. Il y a des municipalités dans la salle ici qui ont une offre de transport collectif qui n'est pas avec une station de métro au coin de la rue. On a vu comment ça fait une différence à Brossard avec le REM, mais même si ces municipalités-là aimeraient bien avoir une station de métro qui se rende jusqu'à chez elles, ce n'est pas le cas. On a parlé ce matin comment c'est difficile de développer par rapport à ça. Comment on peut, puis il y a une question dans ce sens-là qu'on a ici. Attendez que je me la retrouve. Oui, dans les différents projets présentés, quels leviers concrets ont permis d'intégrer une offre de logement hors marché? Mais là, moi, je vous rajouterais là-dessus, s'il n'y a pas de transport collectif pas trop loin, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens dans la salle qui doivent négocier avec cette réalité-là? Je sais que je vous pose une colle, là, mais je vous laisse vous débattre. C'est l'avocat du diable, hein, c'est ça? Pardon? C'est l'avocat du diable. diable. Oui, c'est ça, je suis l'avocat du diable. Effectivement, quand il n'y a pas de transport collectif... ou une petite offre, là, disons-le comme ça. Une petite offre, c'est sûr que... on risque de devoir privilégier l'auto-solo ou l'autopartage. Puis ça, évidemment, c'est contre-productif. Alors, je pense que c'est important d'envisager que les projets puissent être au moins rejoints par navette ou par des systèmes qui permettent de justifier le transport collectif. Puis la grosse difficulté, c'est qu'on est beaucoup éparpillé sur un territoire très grand. C'est très difficile d'offrir des services de transport collectif. Alors, là encore, s'il y a des densités suffisantes, puis si les projets sont planifiés en fonction de la marche, puis en fonction, par exemple, d'une navette qui mène à des transports plus structurants, c'est sûr que ça offre des possibilités qui sont plus grandes.
Madame Lavoie, je vous vois hocher de la tête. Bien, si vous avez envie de répondre en même temps, je sais que vous êtes spécialiste là, par rapport aux stations. Peut-être on peut passer la parole à M. Grenier, alors. Non, mais je suis d'accord avec ce que Clément dit. Puis il faut faire attention parce qu'en banlieue de deuxième et de troisième couronne, on est vraiment tout à l'auto. Puis il ne faut pas oublier, le transport en commun structurant à Montréal, même avec le REM, il est essentiellement centripète. Il nous amène au centre-ville. Hein? Oui. Les métros nous amènent au centre. Si tu travailles au centre-ville, Oui. ça va. Si tu as besoin d'aller au centre-ville, ça va. Même si tu es en périphérie. Mais si tu veux te promener d'une périphérie à l'autre, c'est pas très, très efficace. Est-ce que ça pourrait l'être? Je ne sais pas. C'est sûr qu'il y a un aspect financier à ça. Est-ce qu'il y aurait suffisamment d'achalandage pour être capable de justifier ça? Mais on parlait de ça ce matin. Prendre le REM pour aller, je ne sais pas, à la station Panama ou au 10-30 pour aller au centre-ville, ça va bien. Mais si tu veux passer de Brossard à Boucherville en transport en commun, ça ne se fait pas très, très bien. Là. Tu peux prendre l'autobus, mais... Et ça, c'est problématique. Mais l'autre élément, c'est que la population vieillit. Il faut faire... Moi aussi, je pense que le système de transport en commun, je sais, je prends le train tous les matins, puis le train est organisé pour des migrations pendulaires. Là. Des déplacements maison, travail, maison. Le dernier train est à 6 heures, sinon tu prends le train de 8 heures moins quart. Il n'y a pas beaucoup de transport en commun qui permet de faire, à part du métro, là, puis Oui. du REM, là, mais en train, puis tout ça, qui permet d'avoir des heures hors période de pointe, Oui. de façon efficace. Oui. Et ça, c'est problématique. Puis je rajouterais qu'une population qui vieillit, qui se ramasserait dans un milieu, même en périphérie, qui est dense, sur lequel il y a une clinique à pied, le supermarché, la pharmacie, tout ça, il y a un certain nombre de leurs déplacements quotidiens ou hebdomadaires qui seraient faits en déplacement actif. On ne va pas éliminer l'auto Non, non. de la banlieue de troisième couronne ou de deuxième Bien sûr. couronne. Là, puis on le voit là, juste par le taux de... Si on pouvait déjà baisser le taux de possession automobile, ça serait bien, mais quand je regarde la dernière enquête d'origine-destination, tu sais, sur le plateau, c'est peut-être un ménage, pas un ménage, 40 des ménages qui ont une voiture, puis quand tu es en périphérie, tu es à Sainte-Julie, bien, c'est 3 voitures par... Je dis n'importe quoi, là, mais c'est 3 Oui, voitures oui, par... bien sûr. On en par a maison, davantage là, besoin. OK. Là, on pourrait parler de millions de projets là, plus intéressants les uns que les autres, mais on revient toujours à la question du financement. Donc, de ces projets, de l'aménagement. Comment on fait pour trouver de la rentabilité dans les développements résidentiels? Entre autres, M. Demers, vous avez parlé de l'importance des quintiles. Hein? On se rappelle, vous l'avez dit, à Montréal, c'est le premier quintile là, qui est vraiment le nerf de la guerre. Comment on fait donc au niveau du financement? Bien, d'abord, il faut regarder juste le coût de ne pas fournir des logements. Si on regarde le coût d'itinérance, c'est 73 000 $ par année par itinérant à la société, en services de santé, de police, d'encadrement. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Est-ce qu'on a les moyens de payer 73 000 de façon récurrente, alors que si on trouvait des façons de fournir des logements, ces coûts-là baisseraient de façon très significative. Alors, ça, c'est une façon de voir les choses. Hier, Centraide et Mackenzie a présenté une étude sur le coût de l'inaction. Oui. Et le coût de l'inaction, c'est des milliards de dollars supérieurs aux investissements qui seraient requis. Quand on a fait le quartier international, on a regardé les retombées fiscales et parafiscales qui étaient évidentes. Quand on a fait le quartier spectacle, on a pris ça de façon inverse. On a dit, si tous les stationnements se développaient, puis il n'y avait plus les festivals extérieurs, ça serait quoi l'impact? Et on a vu que ça serait extrêmement coûteux pour les gouvernements. C'est pour ça qu'ils ont investi. Ils ont investi pour garder ces retombées économiques-là qui perdraient si le quartier spectacle n'était pas aménagé. Et c'est la même chose pour l'hippodrome. Il faut développer pour créer des économies pour l'ensemble des activités de la société. Mais je comprends qu'on veut en développer, mais comment on les finance, ces projets-là? Bien, en fait, il y a quand même des programmes. Il y a Maison Canada qui offre justement la possibilité de financer des portefeuilles de projets. Oui. Ils ont une dizaine de critères. Il y a beaucoup plus de souplesse qu'avant avec les anciens programmes. Évidemment, Maison Canada travaille avec la SHQ.
Nous, on a compris que du côté de la Ville de Montréal, puis même du côté de la CMM, il y avait beaucoup de volonté à contribuer à ces montages financiers-là. Il faut en faire une priorité parce qu'on n'a pas les moyens de ne pas construire ces logements-là. Je comprends. Monsieur Grenier, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Non? Madame Lavoie, au niveau vous, de la construction, parce que là, vous êtes en pleine construction et les coûts de construction ont explosé. J'imagine que c'est un enjeu également là, par rapport au financement entre le budget initial de ce que ça allait coûter et maintenant. Je reviendrai un petit peu à ce que je disais tantôt. Oui. C'est la planification, en fait. C'est d'avoir une planification fine et détaillée dès l'amont, puis de s'assurer de le respecter tout en cours de route. Puis on s'assure aussi d'avoir une coordination très fine. Puis je vous dirais que dans les projets, puis je vais prendre le projet L'Accordeur, on a choisi de le réaliser en mode collaboratif, c'est-à-dire RPI, en projet intégré. Dans le fond, ce mécanisme-là, il est super intéressant pour nous permettre de bien suivre notre budget de construction, justement, puis l'optimiser au maximum. Fait que là, déjà, on utilise ce levier-là, cette façon de faire notre approvisionnement, puis on travaille en étroite collaboration. En fait, on va travailler en étroite collaboration avec l'entrepreneur et le concepteur qu'on va aller chercher. Puis on va travailler étroitement les gens qui s'occupent spécialement de la station, par exemple, et ceux qui vont s'occuper du développement immobilier pour faire un co-développement puis avoir ce suivi très rigoureux-là pour être capable de respecter justement notre budget. Donc, la clé est vraiment dans la planification puis dans les leviers qu'on a de suivi puis de coordination, là, dans la réalisation concrète. Il y a une question du public qui est arrivée, puis je pense que ça va dans ce sens-là aussi. Comment maintenir une abordabilité des logements à proximité du transport collectif et réduire les risques de gentrification? Parce que je reviens à votre premier quintile. Est-ce que ce qu'on va construire aux abords ou même sur les stations de la ligne bleue, il va y avoir des logements sociaux? Est-ce que c'est dans la... C'est ce qu'on recherche exactement. Vous l'avez vu, là, dans les projets, on a au moins 80 logements dans chacun des projets qu'on propose qui est du hors-marché. Mais les projets sont encore en planification, puis on est encore en train de discuter avec nos collaborateurs à la Ville puis en arrondissement pour voir comment on peut optimiser ça, puis comment on peut aller justement chercher peut-être le financement puis le coup de main supplémentaire que ça nous prendrait pour arriver à développer davantage ces logements-là. On est très sensible à cet aspect-là dans nos projets au-dessus des stations de métro. Puis je vous assure que même nos entités tout près de nous, ils ont ces préoccupations-là aussi. Donc, on se doit de regarder ça attentivement, là. Parfait. Ouais, je pourrais peut-être Oui, rajouter allez-y. un petit commentaire. Il y a toute la question de redevance. Moi, tu sais, sur le Oui. REM, tu veux construire. En réalité, tu dis aux gens qui veulent acheter, tu vas payer plus cher parce que toi, tu vas utiliser plus facilement le transport collectif. Absolument. Et ça, tant qu'à moi, c'est un petit peu problématique, puis un petit peu à contre-courant de ce qu'on voudrait faire, c'est-à-dire que le monde utilise plus le transport collectif. Alors, c'est quoi? Je ne me souviens plus, c'est 10 piastres le pied carré ou ça dépend de la distance de la station. Puis je comprends que le REM va se financer en partie avec ça, mais de l'autre côté, ça me fatigue cette histoire-là parce que tu dis, Pourquoi? je veux que le monde utilise le transport collectif, mais tu dis, pour acheter un condo ou pour louer, tu vas payer plus cher parce que tu es Oui, plus près. mais en même temps, si on est à côté du REM, on a peut-être besoin d'une seule voiture au lieu de deux. Oui. Peut-être qu'on n'a même pas besoin de voiture dans certains cas. Effectivement. Là, Je comprends, c'est mais ça l'idée je aussi. ne suis pas sûr si les acheteurs ils calculent ça comme ça. OK. Je vois que vous avez plein de questions. On va arriver justement à la période des questions. Mais avant, j'aimerais savoir quels sont les éléments clés qui doivent être adaptés selon le contexte territorial. On parle de différentes grandeurs, peut-être de municipalités, pour assurer le succès d'un projet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de se lancer? Peux-tu répéter la question? On va répéter la question. Les éléments clés qui doivent être adaptés selon le contexte territorial pour assurer le succès d'un projet. Vous avez parlé entre autres du vieillissement, M. Grenier, en ouverture. Là. Il y avait cette carte qui était très, très marquante, frappante. Bien, il y a ça, mais il y a des enjeux là, à redévelopper le centre d'achat. On l'a dit tout à l'heure, le zonage, avoir un zonage mixte, c'est quelque chose. Il y a des enjeux avec les locataires, parce qu'ils ont des baux, ces gens-là, puis ils ont souvent des restrictions dans leur beau, du no-build, là. Oui, oui. Puis ça, des fois, c'est problématique. Ça se règle, ça prend du temps, ça se paye par le promoteur, là. C'est comme, il y a un coût à ça. Il y a toute la question de la densité, puis le not in my backyard, là. Pourtant, souvent, on est, je sais pas, je regarde aux Galeries d'Anjou, là, qui
qui est la caisse de dépôt. Ivanhoe, c'est la caisse de dépôt. Ils vont lever probablement 5 000 6 000 logements éventuellement. C'est ce qu'ils veulent faire à terme là-dessus. Il n'y a pas de résidentiel de faible densité à proximité. J'ai hâte de voir. Moi, je l'ai vu, j'ai participé là, sur la place Versailles. Les gens se disaient, putain, il y a des taux de 7-8 étages à côté. Oui. Non, on ne veut pas de taux de 12 étages. Là. Il y a ça. Là. Ou des gens qui disent, je ne veux pas ça parce qu'il va y avoir la construction pendant 5 ans puis je n'aurai plus appel à ma cour. Oui. On a toute cette dynamique-là qui fait que... Je vais rajouter juste une dernière chose. Moi, je trouve que souvent, puis là, je m'adresse aux élus, souvent, les gens qui vont au conseil municipal pour se plaindre disent « ça n'a pas de bon sens, ce projet-là. » Oui. Je parlais ce matin à quelqu'un à Longueuil de Paladie. Les élus, souvent, ils voient une douzaine de personnes se présenter, chialer. Oui, qui crient fort. Puis là, ils crient fort. Oui. Puis ils ont l'impression que toute la ville est contre le projet, Oui. alors que ce n'est pas le cas. Là. Il y a une étude de Léger, à un moment donné, je ne me souviens plus, c'est, je pense, la Québec qui ont fait ça, là, puis qui a démontré que, en parlant aux citoyens, les gens étaient pour le projet. Et ça, c'est un problème des élus. Là. Vous devriez regarder un petit peu plus. Là, est-ce que c'est vraiment tout le monde qui ne veut pas ça ou j'ai juste 10 chialeux là, ici dans la place? Là? On prend des notes. Allez-y, M. Demers. Oui, bien, les centres d'achat vieillissants offrent des belles opportunités de développement. Oui. Mais d'un autre côté, ils offrent encore des services de proximité, même si les gens se déplacent en auto. Alors, éliminer un centre d'achat pour reconstruire tout de suite, ça ne fonctionne pas parce qu'on va priver des gens de services de proximité. Puis c'est l'enjeu, par exemple, à l'hippodrome, là. Oui. Parce que les premiers 2500 logements vont pouvoir profiter, par exemple, du Walmart qui est là, qui est un Walmart pas nécessairement le plus moderne, mais Oui. qui offre rend des services. Oui, absolument. Alors, c'est important qu'avec le propriétaire Smart Center, justement, il fasse une opération progressive où on développe la masse critique de logements pour justifier certains types de commerces, pour avoir des commerces renouvelés qui sont au rez-de-chaussée de bâtiments d'habitation. Donc, c'est tout un jeu de chaises un peu musical, oui, assez stratégique pour toujours maintenir les services et offrir un milieu de vie complètement différent où tous les services sont de proximité, à 15 minutes de marche. Mais ça se fait avec beaucoup de discussions entre les promoteurs et les propriétaires pour arriver à trouver la formule gagnante, oui, et surtout la séquence des projets, parce que c'est un peu comme l'approche systémique, c'est que chaque projet va produire des extrants qui vont devenir des intrants d'un autre projet. Puis c'est ça qu'il faut trouver, c'est cette bonne façon de fonctionner pour voir à remplacer à terme des centres d'achat qui sont plus d'actualité, mais qui rendent encore des services. Bien, justement, allons-y avec cette question. Dans une ère de crise climatique, comment prioriser les grands projets d'espace vert? Parce que là, on parle de densifier, on veut des logements. C'est la même chose avec l'hippodrome, qui continuent d'être perçus comme des passifs économiques, mais en même temps qui sont essentiels aussi. Là. On parlait de l'importance de la canopée qu'on voulait développer à Montréal, en fait dans la grande région métropolitaine avec le PMAD. Donc, comment on jongle avec tous ces éléments? Oui, allez-y. Bien, d'abord, c'est tout l'équilibre entre les grands espaces verts et les parcs de proximité. Les parcs de proximité, c'est pour le voisinage immédiat. Puis les grands espaces verts, comme celui de l'hippodrome, là, c'est pour une population plus large, qui sont plus grands. Mais ils servent aussi d'écosystème, parce qu'à une certaine échelle, un espace vert, c'est plus qu'un espace vert. C'est un écosystème qui est plus complexe, avec une faune et puis une flore plus particulière. Puis en plus de ça, ils servent pour la gestion des eaux pluviales. Alors, ces espaces verts-là contribuent énormément aux infrastructures municipales, sans compter tous les bienfaits qu'ils peuvent apporter à la population. OK. Là, on va y aller en rafale. Il nous reste 12 minutes. Allons-y en rafale avec des questions, là, dépendamment de qui voudra y répondre. On a 2 questions en lien avec le patrimoine. Comment viser le maintien de l'existant, de préserver des traces du patrimoine dans vos projets, aussi dans une optique de réutiliser au lieu de démolir? Je vous lance la question. Bien, le patrimoine, c'est sûr que j'ai été impliqué dans beaucoup de projets patrimoniaux. Bien, le patrimoine, c'est... oui, c'est un bien individuel, mais c'est aussi un bien collectif. Ça fait partie de notre environnement. Donc, il faut qu'il soit préservé. Puis, c'est tout le dilemme des besoins en subvention.
parce qu'aujourd'hui, avec toutes les normes actuelles puis les exigences, que ce soit parasismique, les exigences concernant les matériaux dangereux comme l'amiante qu'on trouve dans bien des bâtiments patrimoniaux, bien, ça devient de plus en plus coûteux de mettre en valeur des bâtiments patrimoniaux. Et dans certains cas, ils ont besoin de subventions, soit pour la restauration, soit pour la mise aux normes ou des choses comme ça. Puis, il faut vraiment viser à adapter les normes existantes aux bâtiments existants. Parce que si on a des normes qui sont prévues pour des bâtiments nouveaux, puis qu'on essaie d'imposer ces normes-là aux bâtiments existants, ça devient prohibitif. Oui. Et on se prive de la capacité de remettre en valeur des bâtiments qui, actuellement, souvent fonctionnent. Puis je pense que la mairesse de Longueuil donnait l'exemple d'un couvent qui était occupé par des religieuses. Puis à partir du moment où c'était plus des religieuses, puis c'était d'autres personnes, bien là, ça ne marchait plus. Bien, ça reste des gens. Hein, Bien sûr, alors, bien sûr. Donc, il faut des approches nouvelles, moins lourdes, plus progressives, et qui permettent de maintenir l'activité d'un bâtiment patrimonial et les restaurer avec le temps. Et puis, il y a des propriétaires qui font ça à Montréal. Georges Coulombe l'a fait dans le Vieux-Montréal. Ça a été une grande, grande réussite. Il a pris plusieurs bâtiments. Il les a Mais d'où gardés l'importance occupés. d'avoir toutes les parties prenantes autour de la Oui, table et d'avoir oui. un leadership politique, encore une fois. Oui. Comment se fait l'arrimage pour planifier les écoles dans les projets de densification résidentielle? Qui sont les parties prenantes impliquées? On l'a vu avec Griffintown, où il n'y a pas nécessairement d'école, que ça n'a pas été planifié dans cet esprit-là. Je vous laisse la parole, M. Grenier. Oui, dans un premier temps, dans les projets, moi, quand je regarde les données des 5 étages et plus, là, les données de Statistique Canada, là, des familles, ça représente 5 des logements occupés, familles avec enfants. Le Quand reste, vous dites... quand je regarde à Montréal, dans Oui. le parc immobilier, des 5 étages et plus, là, Comme les les tours, ce qu'on familles, appellera une les- tour à condo, peut-être, là. qu'ils soient en périphérie ou Oui. soit, c'est 5 Wow. qui sont des familles. Fait que Oui. Des fois, il faut se dire, OK, on a-tu vraiment besoin d'une école? Tu sais, je regardais le projet à Longueuil qui est près du fleuve, de l'autre côté de la 132, entre le fleuve et la 132. Oui. OK, une école, OK. Je pense qu'il faudrait se demander combien, puis je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'école d'une part, ce n'est pas le problème, mais le nombre d'enfants diminue. Le problème, c'est que ça se répartit différemment sur le territoire dans le temps. Mais je pense qu'il faut se poser des questions à un moment donné, parce qu'à chaque fois que je vois ça, à chaque fois qu'il y a un nouveau projet, ça prend une école primaire, oups, ça prend une école secondaire. C'est pas sûr que tout le temps ça soit ça. N'oubliez pas, on vieillit, le nombre d'enfants diminue. Savez-vous depuis combien de temps qu'on est en dessous du taux? Le taux de fécondité est en dessous du 2,1 juste pour le remplacement. Oui. Ça fait 55 ans au Québec qu'on est en dessous de ce taux-là. On est à 1,3 enfants comme taux de fécondité actuellement, puis c'est pas unique au Québec, c'est sur la planète, c'est sur la planète entière, à part de l'Afrique subsaharienne. Et ça, à un moment donné, il va falloir se poser des questions là-dessus. Tu sais, moi je dis, il y a déjà des écoles, pourquoi qu'on n'essaie pas de mettre les gens qui ont des jeunes enfants dans les milieux dans lesquels on s'entend, là, le rêve pour n'importe quelle famille, c'est pas d'aller vivre d'une tour au centre-ville, là, quand tu as 2 enfants, là, tu ne peux pas jouer sur le balcon, c'est probablement soit d'un duplex ou soit d'une maison unifamiliale. D'avoir une cour. Il faut essayer d'avoir leur cours, puis avoir aussi une communauté de jeunes enfants dans le coin. Ce qu'on ne trouvera pas là, dans des... Tu sais, on parle de Griffintown, là, mais dans Griffintown, il y a 2 aspects. Là. Le premier, c'est qu'il n'y a pas tant d'enfants que ça dans les nouveaux projets de Griffintown. 2, on est dans la petite Bourgogne, Saint-Henri. On est dans du monde à Griffintown qui ont plus d'argent, qui se disent, je ne vais pas envoyer mes enfants avec les élèves de Saint-Henri parce qu'ils sont avec des revenus. Tu sais, il y a tout ça là, dans le... Bien sûr. Pour regarder ça... J'ai une question pour vous, Mme Lavoie. Pour Transgesco, pourquoi y a-t-il seulement 8 projets? Pourquoi pas des projets immobiliers auprès de d'autres stations de métro avec de l'espace? On donne l'exemple de métro Rosemont, métro Mont-Royal. C'est absolument l'intention. C'est absolument l'intention. Je ne l'ai pas spécifié effectivement dans la présentation, mais oui, les 8 projets, c'est la première vague de projets qu'on a. En ce moment, on travaille avec la STM pour regarder puis bien identifier les autres sites possibles sur le réseau montréalais. Mais oui, la porte est ouverte puis on va regarder toutes les stations qui peuvent être... tout l'espace qui peut être disponible là, pour faire du développement immobilier. On n'est qu'au début de tout ça, là. Parfait. Oui.
Comment convaincre les communautés que la densification est une bonne idée? Hein? On a parlé rapidement là, de l'adhésion sociale, comment on fait pour réussir à aller tous dans la même direction, alors qu'on coupe dans les services de transport collectif en périphérie. Bien, encore une fois, il faut comprendre que la densité, ça permet l'apparition du transport collectif. Quand tu n'as pas de densité, c'est difficile de... Oui, mais quelqu'un qui a sa maison, là, qui Quelqu'un- est ben, c'est content ça, avec il ses veut- 2 autos, qui- il ne veut pas avoir plus de voisins. Non, là. mais moi, il y a quelques années, dans l'immobilier commercial, j'avais écrit un article sur les coûts de la faible densité, parce Oui. qu'à un moment donné, il faut que tu remplaces les infrastructures, ce que ça coûte au mètre linéaire. Puis j'avais fait l'exercice avec Anjou, très faible densité. J'ai dit, si c'était acheteur-payeur, il faudrait mettre de côté pour remplacer les infrastructures d'aqueduc, d'eau, de rue, il faudrait mettre presque la moitié des taxes foncières de côté pendant 80 ans pour être capable de payer ça. Dans Griffintown, j'avais fait Oui. l'exercice aussi, c'était 3 Je comprends que je n'avais pas fait le calcul sur la grosseur des tuyaux, Oui. tout ça, là, mais fait que la densité, il faut que les gens comprennent en périphérie qu'il n'y a pas de densité à un moment donné, les taxes foncières, ils risquent de monter. Bien sûr. Là, tu sais, On parce est que moins on pour va payer. arriver, on le voit là, avec les coûts d'infrastructure, là, et ça ne plaît pas au monde. Les gens veulent pelleter ça dans le futur, là, mais il y a un coût à ça. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ben oui, il y a peut-être un principe Votre micro juste un petit peu plus proche de votre quand on discute avec des parties prenantes dans un quartier donné, il ne faut pas tenir à son projet tel qu'on l'a imaginé. Il faut chercher à comprendre les objectifs, les préoccupations des parties prenantes et puis chercher à augmenter la tarte pour mieux la partager. Il faut que chaque partie prenante trouve son compte, puis c'est ça le défi toujours, c'est Oui. d'écouter, d'essayer de comprendre, puis arriver avec des propositions qui permettent de rallier tout le monde. Et c'est possible parce qu'effectivement, les gens qui sont dans des maisons unifamiliales, dans un environnement qui est valorisé par le développement, bien tôt ou tard, leur taxe foncière va augmenter. Mais peut-être qu'il y aurait moyen de trouver des solutions, de dire oui, vous acceptez de la densité, en contrepartie, peut-être que vos taxes, il y aurait moyen de gérer ça pour que ça soit moins lourd parce que forcément, il va y avoir une plus-value dans l'environnement. Alors, ce sont des choses à discuter. Il faut bien comprendre les préoccupations des gens. Puis souvent, les gens prennent position avant d'exprimer leurs préoccupations. Oui. Et Puis d'écouter. les négociations basées sur les positions, c'est jamais très bon. C'est de l'arbitrage, c'est perdant-perdant souvent, tandis que les négociations basées sur les objectifs, ça, c'est de la médiation, puis ça permet de trouver des solutions qui sont différentes que celles qui ont été imaginées au départ. Et c'est là qu'on innove et qu'on voit tous ensemble comment on peut aller dans la même direction. Dernière question. J'aime encore une fois cette question. Maintenant qu'on a dit tout ça, comment on passe de la vision à l'action, qui est le thème de notre journée aujourd'hui? Il semble y avoir consensus, mais ça n'avance pas assez vite. Petit message éditorial. Je pense que tout le monde est d'accord qu'on a besoin de logements. Tout ça. Il y a un problème de financement, parce que même les promoteurs, je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe à Toronto actuellement, mais il n'y a plus de condos, il n'y a plus de... Oui, oui. À Montréal aussi, là, c'est pas... Pourquoi on a passé d'un mode de condo à un mode locatif? Parce que c'est plus facile de se faire financer sur du locatif que du condo, où il faut que tu en vendes 60-70 avant que Oui. les prêteurs te donnent l'argent. Et là, je pense qu'on est rendu au bout du rouleau. C'est-à-dire que là, les gens, ce qu'ils se disent, c'est « je ne peux pas construire parce qu'il n'y a plus personne qui est capable de payer ce loyer-là. » Puis l'espèce de trickle-down économique, là, de dire non, mais si on construit plus cher, il y a des gens qui sont dans des logements moins chers qui vont s'en aller dans le plus cher. » C'est plus ou moins vrai. Là. Cette idée-là, elle vient des Américains, elle vient de Reagan, en réalité, de dire regarde, eux autres, les riches vont en payer moins, puis ça va descendre sur les. Mais c'est plus ou moins vrai. Là. Quelqu'un qui vit dans un logement qui est correct, qui paye, je ne sais pas, 1 300 par mois, pourquoi est-ce qu'il veut s'en aller dans un logement de 2 500 par mois? Là? Il faut qu'il y ait des bonnes raisons. Et là, il commence à avoir une attrition du bassin de gens qui sont capables de se payer ce type de logement-là. C'est pour ça aussi qu'on construit des logements qui sont de plus en plus petits. Oui, absolument. Et parce que là, ça baisse le prix, mais là, il y a des gens qui ne sont pas contents. Je ne veux pas passer d'une maison de 2000 pieds carrés à un studio de 422 pieds carrés. Là. C'est pas...
il y a toute cette problématique-là. Ça peut penser, tiens, je vais faire un petit aparté. Aujourd'hui, on est beaucoup dans la location d'auto. Oui. Puis je me souviens, il y a longtemps, il y a des concessionnaires automobiles qui disaient la location d'auto, ça permet à des gens de faire des choses, d'acheter des voitures, en fait, de louer des voitures qu'ils ne pourraient pas se payer. La banque ne leur prêterait pas pour s'acheter une Mercedes, mais comme ils payent, je ne sais pas, 1 000 $ par mois, ils sont capables de faire ça. Donc, on voit... il y a un problème d'abordabilité, c'est sûr et certain, et c'est relié au coût de construction. Puis je termine là-dessus. Il y a aussi le code de construction qui change. Moi, j'ai vu des projets au bureau où changer le code de construction, ça a fait l'astration, ça a fait monter les coûts de 30 %. Oui. Bien ça, c'est sûr que le promoteur, ça se traduit dans le loyer qu'il va charger au bout de la ligne. Allez-y, le mot de la fin. Juste pour passer de la vision à l'action, là, les sociétés dédiées, petites équipes, l'exemple de la STM, c'est vraiment très bien. Alors, ça va donner des résultats. Oui. La Saint-Paul, ça va donner des résultats. Le quartier international, le Gallo. En Europe, c'est comme ça que ça fonctionne. Mm-hmm. C'est des sociétés dédiées pour réaliser des projets complexes. Et ça fonctionne parce que la ville a la vision. Les services publics ont la vision. Mais ça prend des équipes spécialisées pour passer à l'action. On revient avec vos 12 conditions gagnantes Exactement. du début qui sont assurément une bonne base. Est-ce qu'on peut les applaudir, mesdames et messieurs? Merci beaucoup. Merci pour ce panel. Restez avec moi. J'espère que ça vous a aidé dans vos réflexions et qu'on vous a donné aussi des idées concrètes. On va maintenant aller en